Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. L'équation variant britannique vient compliquer le problème de la riposte contre le Covid-19 au Sénégal. La redoutée souche du coronavirus venue de Grande-Bretagne a fait son entrée donc dans le pays. Ce variant est d'une contagiosité impressionnante. Comment résoudre alors la question de l'application stricte des mesures sanitaires anti-Covid-19? Un mathématicien est notre invité, mais je n'ai pas là pour ça. Bonjour Moussa Baldé. Bonjour Babacar. Ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural depuis avril 2019, mais d'abord professeur titulaire de mathématiques, professeur titulaire des universités. La pandémie du nouveau coronavirus est une matière transversale qui interpelle très probablement tous les scientifiques. Comment évaluez-vous son évolution, les recherches de solutions, les probabilités, les incertitudes et cette nouvelle donne, donc la présence de ce variant plus contagieux que ceux qu'on a connus jusqu'ici et qui ont déjà fait beaucoup de dégâts? Merci beaucoup Babacar. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour l'invitation, de saluer vos auditeurs, éventuellement les téléspectateurs de TFM et tous ceux qui vous suivent à travers les nouvelles plateformes digitales. Effectivement, comme vous l'avez dit, le monde a été bouleversé depuis l'année dernière. Il est plongé presque dans une tragédie sociale et une crise économique très grave due à cette pandémie de la Covid-19 que l'on pensait en tout cas se débarrasser en 2020, mais qui finalement est là en 2021 et comme vous le dites, avec des variantes qui sont peut-être beaucoup plus contagieuses et qui sont arrivées chez nous malheureusement. Ouais. Je disais que effectivement l'épidémie c'est transversal. C'est une fatalité d'abord. Le monde a connu des épidémies. Il y a la grippe espagnole qui a fait 50 millions de morts. Et il faut dire que les mathématiciens s'y intéressent. Et d'ailleurs, dès le début de la pandémie, des spécialistes en épidémiologie avaient annoncé la couleur en disant que le taux de contagiosité de cette maladie est très très élevé. Je me rappelle d'un article que j'avais lu qui disait que quelqu'un de contaminé sans les mesures barrières contaminerait 240 personnes en un mois. Et ça, c'est avéré être vrai. Et la souche britannique, effectivement, depuis qu'elle s'est un peu propagée dans le monde, a fait que le nombre de contaminations a monté de façon exponentielle. Maintenant, effectivement, je pense que c'est le moment où tout le monde doit être mis devant ses responsabilités. Sa présence, ce variant britannique dans le pays, sans se voiler la face, elle va faire exploser les cas de contamination? Déjà, en tout cas, il y a, depuis l'arrivée de ce qu'on est convenu d'appeler une deuxième vague, on a plus de contamination. Le taux de contamination est beaucoup plus élevé. Quand vous regardez bien la première vague, nous sommes restés sur un plateau de taux de contamination autour de 7%. C'était 6% jusqu'à 10%. Depuis quand même le mois de décembre maintenant, on est sur un plateau beaucoup plus élevé. On est entre, mettons, 10% et voire 13%. C'est arrivé même une fois, je pense, à 18%. Donc clairement, le niveau de contamination est plus élevé. La maladie est plus disséminée parce que quoi qu'on dise, lors de la première vague, on était plus sur l'axe Dakar, Thiès, Touba, tandis que maintenant, on voit que en tout cas, les contaminations, le virus a atteint vraiment toutes les régions et le niveau de contamination est très élevé, même dans les régions frontalières. Ouais. Donc, cela nous appelle à prendre nos responsabilités. Vous savez, la première vague, le président Macky Sall, avec le programme de résilience économique, a pu quand même faire en sorte que le Sénégal, lors de cette première vague, soit cité même en exemple. Nous avons bien résisté et au mois de novembre, on pensait même qu'on a vaincu la pandémie. La deuxième vague est arrivée et avant que le vaccin ne soit là, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut respecter les mesures barrières. Oui, parce que
ce facteur nouveau variant dans un pays où on néglige les gestes barrières contre cette maladie et face donc à ces incertitudes, doit-on avoir peur? Oui, certainement. Ou plutôt, dites-nous, professeur Moussa Baldé, on fait confiance aux scientifiques que vous êtes malgré vos obligations politiques. Il faut peut-être qu'on dise réellement ce qui se passe à cette opinion un peu têtue qui néglige un peu le nécessaire pour faire face à la maladie. Tout a été dit, hein. Et ce qu'on doit retenir, c'est très simple. Ce qu'on doit retenir, c'est très simple. Et je salue par exemple RFM, où chaque matin, avec votre collègue Hassan Gueye, il y a une émission quand même que j'écoute régulièrement qui rappelle tous les jours ce qu'il faut faire. Les mesures ne sont pas compliquées quand même. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut porter un masque. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut éviter d'aller dans des rassemblements, surtout quand ce n'est pas nécessaire. Je peux même comprendre qu'on puisse aller à une levée de corps, mais ne pas aller à un baptême, je pense que ce n'est pas une catastrophe. Je pense qu'il faut que les Sénégalais comprennent ceci. Nous ne sommes pas une île. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Ça veut dire que quand l'humanité est confrontée à un problème et qu'il y a des exigences pour toute l'humanité, et que ceux qui en tout cas se comportent correctement arrivent à s'en sortir, il faut que les Sénégalais comprennent que si on ne se comporte pas correctement, on ne va pas s'en sortir. Nous sommes un pays, nous ne sommes pas un pays développé, nous sommes un pays qui, grâce au plan Sénégal émergent, suivait une trajectoire d'émergence. Il y a ce gros choc, cette sortie de route, pour que nous revenions à une trajectoire normale très rapidement. Il faut que tous les Sénégalais, et j'en appelle vraiment à tous les dignitaires religieux, les dignitaires tout court, les responsables, les élus et vous, les journalistes, pour que peut-être on intensifie la campagne, parce que moi j'ai du mal à comprendre pourquoi tout le monde dit ça et personne ne le fait. Je vois par exemple, je donne un exemple, le Khalif général des Mourides, à chaque fois qu'il sort en public, il a un masque. À chaque fois qu'il parle, il dit qu'il faut respecter les mesures barrières. Mais bon sang, pourquoi au Sénégal on n'arrive pas à respecter? Je crois que être têtu c'est bien, mais on doit comprendre que la situation est grave, que nous sommes en train de perdre nos aînés. Parce que c'est ça aussi le problème de ce virus. Vous savez, moi je faisais une réflexion parce que dans les années 40, d'abord, quand on compare avec le siècle dernier a été bouleversé par des guerres mondiales, de terribles guerres mondiales. L'humanité a fait beaucoup de progrès, on a fait les Nations Unies et on a tout fait maintenant pour dire qu'il n'y aura plus de guerre mondiale. La deuxième guerre mondiale, c'était quoi l'idéologie? L'idéologie nazisme, c'était de dire qu'il y avait une race supérieure aux autres. Et l'idée, c'était même d'éliminer les faibles. On a l'impression que ce virus, il copie un peu ça. Le virus, ce qu'il veut, c'est éliminer nos aînés. Il y a eu une hécatombe sur quand même le troisième âge en Europe. La Grande-Bretagne a plus de 100 000 morts, la France presque pareil. Le Portugal qui avait résisté lors de la première vague est aujourd'hui vraiment au bord de l'asphyxie. Et donc, éliminer nos aînés, ce qui est déjà très dangereux, mais surtout tous les gens qui ont une faiblesse quelconque, ceux qui ont des problèmes cardiaques, ceux qui seraient diabétiques, tous les gens qui ont une comorbidité. On a l'impression que c'est un virus qui est venu dire, bon, moi je décide que seuls les gens... Votre collègue professeur Marita Ounian, ancien ministre d'ailleurs de l'enseignement supérieur, a fait un texte cette semaine pour attirer l'attention de tout le monde sur ce qu'il appelle nos vieux qui partent un à un. Oui, et on doit appeler, et je l'ai dit quand j'étais à Kolda, parce qu'il faut quand même que chacun soit face à ses responsabilités. Le fait, c'est comme si on était dans une guerre et qu'on avait une partie de nos troupes qui aidait l'ennemi. Mais c'est ça qui se passe en fait. C'est-à-dire que les jeunes doivent comprendre que, certes, la Covid ne va pas les emporter, mais la Covid les utilise pour emporter nos vieux, pour emporter les gens qui ont des faiblesses. Donc si dans une guerre, il y a une partie des combattants qui travaillent avec l'ennemi, on ne gagnera jamais la guerre. Donc la jeunesse sénégalaise doit comprendre qu'actuellement, leur attitude consiste à aider l'ennemi. Et donc il faut arrêter d'aider l'ennemi, parce que l'ennemi, d'accord, il est indulgent avec les jeunes, mais nous en Afrique surtout, quand on ne met pas les gestes barrières, on collabore avec le virus. Voilà, c'est une collaboration, exactement. Donc collaborer avec le virus, c'est massacrer nos anciens. Et je pense qu'en Afrique, on est d'accord que les anciens,
c'est sacré. On aimerait le garder le plus longtemps possible. Et si aujourd'hui on mettait sur papier la liste de tous les anciens valeureux qui ont servi notre pays dans l'éducation, la religion, etc., etc., je pense qu'on se rendrait compte que c'est une hécatombe. Donc, il faut que la jeunesse sénégalaise arrête de collaborer avec l'ennemi pour permettre à l'État du Sénégal, avec tous les efforts qui sont en train d'être faits, pour que nous puissions vaincre. Mais mieux, c'est qu'il faut que les jeunes comprennent aussi une chose. D'accord, ils ne vont peut-être pas mourir de la Covid-19. Ils exposent les aînés. Mais la Covid-19, elle a quelque chose de très subversif, c'est qu'elle ruine l'économie. L'économie mondiale est presque par terre. Le monde entier est en récession presque. C'est entre moins 10% et 0%, par exemple en Europe. Mais si même si on survit à la pandémie, si demain on se retrouve dans une crise pire que la crise des années 30 qu'on avait vécu, qu'a vécu nos aînés lors du siècle passé, je pense que ce serait un monde difficile. Alors, il faut que les gens comprennent tous les enjeux. Il y a les vies humaines qu'il faut préserver, notamment nos aînés, nos mamans, nos papas, nos grands-parents, mais aussi il y a l'économie à préserver, parce que les lendemains sont incertains. On attend tous le vaccin ou les vaccins. Qu'est-ce que cela va-t-il donner? Vous êtes mathématicien, c'est quoi la probabilité, avec toutes ces interrogations autour de la fiabilité des vaccins, même si tous les industriels qui ont produit ces vaccins donnent toutes les garanties et rassurent tout le monde? Oui, vous savez, là aussi, il faut qu'on essaie d'appeler les gens à plus de responsabilité. Se prononcer sur un vaccin alors qu'on ne maîtrise en rien vraiment les questions de vaccination de virus, je pense que c'est inutile et dangereux. Il y a beaucoup de gens qui parlent de vaccins. Ma conviction est la suivante. Des laboratoires ont fait des vaccins. Peut-être le temps nécessaire en général pour fabriquer un vaccin devrait être plus long. Mais nous sommes devant l'urgence. Les scientifiques sont un peu divisés, d'accord, mais on peut quand même croire que si les Européens ont décidé de se vacciner, si les Américains ont décidé de se vacciner, c'est que quand même, ce vaccin, il devrait avoir une certaine fiabilité. Maintenant, chez nous, moi j'ai toujours dit ça. Moi, je suis professeur, j'ai beau être professeur titulaire des universités en mathématiques, je ne suis pas spécialiste des vaccins. Mais je crois qu'au Sénégal, notre faculté de médecine, c'est l'une des plus, en tout cas, rayonnantes en Afrique. Les professeurs que nous avons, que ce soit le professeur Seydi, le professeur Ndiaye et tous les collègues, je pense que quand il y aura un vaccin au Sénégal, on a assez de gens pour pouvoir dire est-ce que ce vaccin, on peut l'utiliser ou pas. Donc, moi, je fais confiance à nos profs de médecine et je suis sûr qu'ils ne nous mettront pas dans une situation d'avoir un vaccin qui n'est pas bon. Pour le moment, il faut saluer le courage du président Macky Sall qui a dit d'accord, nous sommes dans le COVAX, c'est-à-dire dans le multilatéralisme pour trouver un vaccin, mais que le Sénégal doit avoir sa propre stratégie. Donc, je le félicite pour ce courage-là et actuellement, je pense que le ministère de la Santé a mis une stratégie pour que le Sénégal puisse disposer de vaccins, quelle que soit la situation au niveau international. Donc, moi, j'attends sereinement. Et si demain, il y a des vaccins, peut-être je ne suis pas le premier nécessiteux, mais si j'ai la possibilité de me vacciner, je me vaccinerai. Vous évoquez la qualité des spécialistes sénégalais, vous louez la réputation de la faculté de médecine de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui. En parlant toujours de vaccins, il y a quand même cette énorme frustration de l'opinion africaine. Le continent, souvent à la traîne quand on parle de recherche. Ces vaccins développés ça et là sur la planète, l'Afrique absente. Ça ne vous gêne pas en tant que professeur titulaire de la faculté des sciences et techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar un peu? Vous savez, là aussi, il faut être réaliste. Le réalisme, c'est quoi? Vous savez, notre université, elle daterait des années 50. L'université de Dakar, c'est la 18e université de France, c'est vrai, qu'on nous a rétrocédé en 1970.
le lycée Louis le Grand qui s'est invité dans l'actualité récemment. Oui, avec l'affaire Diaris. Je pense qu'il date de 1500. 1500. Donc la recherche en Europe et y compris en Asie, puisque en Amérique, parce que c'est des Européens qui ont migré en Amérique. Votre comparaison n'est pas forcément rationnelle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la recherche, ça demande d'abord une certaine tradition, une culture de la recherche. Et ça demande beaucoup de moyens. Les moyens qu'utilisent les laboratoires dont vous entendez parler, c'est des moyens que vous n'imaginez même pas. Et d'ailleurs, c'est là d'où vient la polémique. Toute la polémique entre le professeur Raoult et l'autre frange qui soutient par exemple les vaccins, c'est qu'actuellement, les laboratoires pharmaceutiques ont une puissance financière telle que peut-être, on les soupçonne même, de corrompre les scientifiques. La recherche, ça demande des moyens qu'un pays qui cherche l'émergence a du mal vraiment à octroyer. Mais déjà, c'est mal embarqué des gens en première année pour les étudiants qui choisissent les filières scientifiques. Quand les laboratoires sont sous-équipés, quand la théorie prend le dessus sur la pratique, c'est déjà très mal parti. Je suis bien placé pour parler de ça. Lorsque le président Macky Sall venait au pouvoir, l'université sénégalaise était en lambeaux. On était même en grève pendant la campagne. Il a fait un appel déjà lors d'un meeting de campagne pour demander au SAES de suspendre la grève parce que de toutes les façons, il n'y avait plus de négociateurs en face et qu'après on verra. Et dès qu'il a pris le pouvoir, il a organisé les assises nationales sur l'enseignement supérieur présidées par le professeur Souleymane Bachir Diagne. Des décisions importantes ont été prises et des moyens très très importants comparés à notre budget ont été injectés dans l'enseignement supérieur. Cela nous a permis, jusqu'à l'arrivée de la pandémie, de retrouver un rythme universitaire normal. En 2000, par exemple, 18, moi je fréquente toujours la fac de sciences, j'ai toujours mon bureau là-bas, ils avaient pour la première fois, par exemple, fini l'année en temps normal et ils étaient contents de pouvoir reprendre correctement maintenant les cours en début novembre. Donc, et au niveau recherche aussi, le président quand même a vraiment mis beaucoup d'argent pour la création de laboratoires. Il a essayé d'améliorer les conditions de vie des professeurs d'université, notamment au niveau de la retraite, parce qu'on perdait des professeurs. Beaucoup de professeurs de jeunes ici, quand ils arrivaient, ils voyaient qu'il n'y avait pas de perspective, ils quittaient. Aujourd'hui, quand le département de mathématiques de Dakar, nous lançons un appel d'offres pour un poste, on a des centaines de candidats. Des Sénégalais qui sont à l'étranger ont envie de revenir. Donc le président, il a fait beaucoup d'efforts. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous savez, il y a des universités qui ont des budgets de recherche qui sont peut-être du niveau du budget de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, c'est un travail de longue haleine. Le Sénégal, d'abord, essaie de régler des questions assez fondamentales, comme l'autosuffisance, la souveraineté alimentaire et d'autres questions. Nous avons quand même un niveau de recherche acceptable. Parce que, comme je vous ai dit, la faculté de médecine du Sénégal, quand même, il y a des étudiants qui viennent presque du monde entier pour étudier là. Moi, je me rappelle, en 2012, nous avons l'Université de Dakar, le groupe de recherche de mathématiques de l'Université de Dakar a candidaté parce qu'il y avait un Américain qui a donné une bourse de $500 000. Et à travers toute l'Afrique, c'est l'Université de Dakar qui l'avait remporté. Donc je pense que si on reste dans le contexte africain, nous devons être fiers de nos universités. Par contre, si on nous met au niveau mondial, évidemment que là, la comparaison est difficile. Ouais, voilà. Tout est dit alors. Moussa Baldé, le ministre de l'Agriculture, l'invité du grand jury de RFM, plus que 2 mois ou même plus avant la fin de la campagne de commercialisation de l'arachide, la principale culture du pays. Campagne qui a débuté officiellement le 23 novembre 2020 pour prendre fin a priori le 25 mai prochain, 25 mai 2021. Vous aviez annoncé, et le président de la République l'a répété, 1 800 000 tonnes d'arachide récoltées. Où sont-elles? Merci beaucoup. Si je comprends bien, ça c'est une allusion aux statistiques agricoles. Avant de répondre à cette question, si vous le permettez, je devrais rappeler un peu dans quel contexte s'est déroulée la campagne agricole. La campagne agricole, elle s'est déroulée dans le contexte de la pandémie. Le président de la République, au mois d'avril,
avait vraiment donné le ton en nous disant de mettre en place un programme agricole ambitieux qui nous permettrait, à défaut d'avoir une totale sécurité alimentaire, mais de l'approcher. Il en avait donné les moyens en augmentant notre budget de 20 milliards par rapport à la campagne d'avant, ce qui donnait 60 milliards. Le ministère de l'Agriculture a travaillé de façon vraiment organisée avec les producteurs et Dieu nous a gratifiés d'un hivernage que nous n'avions pas eu depuis les années 50. Le résultat, c'est que nous avons eu des rendements exceptionnels et une production record. La production d'arachide, comme vous l'avez dit, elle est estimée à 1 800 000 tonnes. Je précise que comment on estime la production agricole? On doit être vraiment, j'aimerais faire des précisions sur ça. Parce que ceux qui contredisent nos statistiques, ils n'amènent jamais la preuve que c'est faux et ils ne peuvent pas prouver qu'ils ont des statistiques plus fiables. Ces chiffres sont quand même très curieux, monsieur le ministre. Non, je termine si vous me permettez. Je termine. Nous avons une direction de la statistique. Cette direction a un échantillon de 60 000 producteurs à travers le Sénégal. 60 000. Nous sommes dans une organisation sous-régionale, le SILS, qui valide ce que nous faisons. Nous avons des partenaires... Qui se basent sur les informations que vous leur donnez aussi. Non, mais c'est-à-dire, ils se basent sur les informations que nous leur donnons, mais suivant des méthodes qui sont éprouvées et adoptées dans la sous-région. Donc, moi, j'aimerais bien que ceux qui contredisent me disent alors que ce n'est pas 1 800 000 tonnes que c'est tant, et voici notre preuve. Personne ne te dira ça. On te dit qu'un producteur... Les surfaces sur lesquelles on cultive l'arachide au Sénégal sont estimées à 1 200 000 hectares. Oui. Et sur chaque hectare, il est cultivé 1,08 tonnes d'arachide. On n'a pas besoin de la haute mathématique pour avoir le chiffre. Nous, on sait calculer. Nous, on sait calculer. C'est-à-dire que ceux qui ont estimé les rendements... Sur 1,2 c'est-à-dire s'il y avait un décalage, oui. S'il y avait un décalage entre la production, les rendements que nous avons énoncés, et moi je suis pas statisticien, mais je suis mathématicien. Le directeur des statistiques, il ne peut pas me montrer un tableau où il me dit voici les surfaces emblavées, voici les rendements, voici la production. Ça, c'est un calcul de l'école primaire. Les statistiques officielles dans les États africains, bon, notre débat. Mais voilà. Là aussi, comme je vous ai dit, vous savez... La parole est libre, d'autres aussi. Vous venez nous dire, voilà, nous les Africains, on n'a pas fait le vaccin. Mais quand on fait des statistiques, vous n'êtes pas d'accord. Quand on fait ceci, vous n'êtes pas d'accord. Nous devons nous-mêmes encourager les Africains. C'est-à-dire qu'on nous a mis dans une situation que nous, ce que nous faisons, n'est pas forcément bon. Il faut vraiment aussi décoloniser cette partie de notre cerveau. Nous devons accepter que le monde a changé, que les Africains dont vous parlez... Il faut reconnaître aux autres aussi leur façon très pointue d'évaluer les choses. Mais pourquoi vous déciderez que ce n'est pas pointu chez nous? Même les États-Unis jettent un regard sur notre production agricole parce que l'USDA, qui est le département américain de l'agriculture pour 2020-2021, a dit que la production agricole du Sénégal, elle ne peut pas dépasser 1 300 000 tonnes. La production arachidière. Non, mais l'USDA, où est-ce qu'ils se sont basés sur... Moi, je n'ai pas vu ça. Et j'aimerais bien voir que quelqu'un me prouve que ce qu'ils disent, c'est vrai. Nous sommes sur le terrain et c'est nous qui avons évalué, nous avons fait valider et je pense que ce n'est pas contestable. Maintenant, vous dites, où est la production? La production, comme je l'ai dit, au Sénégal, je ne sais pas si vous allez au Saloum, mais eux, je pense qu'on connaît leur spécialité, c'est le Mbahal Saloum. Je veux dire, la consommation locale de l'arachide au Sénégal, vous ne pouvez pas imaginer quelle est sa valeur. Vous allez dans n'importe quel restaurant ici, pour les appetizers, je veux dire, on te donnera des arachides, etc., etc. Donc, ça, il ne faut pas le négliger. Maintenant, vous allez nous ajouter le mafé alors et le drine. Évidemment, c'est de l'arachide. C'est de l'arachide. Et c'est de l'arachide qui vient de nos champs. On consomme combien de tonnes d'arachide alors dans ce pays? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Les 3 dernières années, il y a ce qu'on appelle la collecte officielle. La collecte officielle, c'est ce que prennent les huiliers, c'est ce que nos opérateurs semenciers stockent, c'est ce que les exportateurs exportent. Cette collecte officielle, elle représente environ
40 à 50% de la production agricole du Sénégal, de la production arachidière du Sénégal. Et donc, cette année, nous sommes à 2 mois de campagne. Vous parlez des huiliers, Sonacos n'a même pas encore 50 000 tonnes sur 1 800 000 que vous annoncez. Non, attendez. L'objectif final de Sonacos, c'est 100 000 tonnes. Attendez, je vais vous expliquer que la collecte officielle, en général, c'est entre 40 et 50%. Si vous faites 40 ou 50% de 1 800 000, vous tomberez vers entre 700 000 et 900 000, voire 600, en tout cas plus de 600 000. Au moment où on parle, on a fait 2 mois de campagne. La collecte est à 300 000 tonnes. 900 000 tonnes d'arachide consommées dans le pays, c'est la collecte, très curieux aussi. La collecte est à 300 000 tonnes. Actuellement, les huiliers plus les opérateurs semenciers ont stocké 150 000. La Sonacos, l'année dernière, jusqu'à la fin de la campagne, elle avait 28 000 tonnes. Cette année, au dernier pointage, mercredi dernier, avant que j'aille en Conseil des ministres, c'était 54 000 tonnes. Donc, c'est déjà 2 fois plus que tout ce qu'ils avaient collecté l'année dernière. D'autres huiliers, comme Copéol, n'étaient pas partis en campagne l'année dernière. Donc, on peut dire 0 graines. Copéol, cette année, ils sont à 18 000 tonnes. De façon générale, les huiliers, ils avoisinent 80 000 tonnes. À l'époque, l'année dernière, à la même période, ils étaient à 12 000 tonnes. Donc, ça confirme que cette année... Et quand vous faites le total, il y a plus d'arachide au Sénégal. Quand vous faites le total, je viens de vous le dire, c'est 300 000. Actuellement, puisque on avait gelé les exportations, l'année dernière, les exportations ont commencé le 3 décembre. Cette année, les exportations n'ont commencé que le 10 janvier et ils sont déjà à 150 000 tonnes. Et la DPV estime qu'actuellement, les exportateurs détiennent par devers eux, au vu du nombre de tests qu'on leur a demandé, 250 000 tonnes de graines décortiquées. Et donc, on fera le bilan au mois de mai. Ce qui est sûr, c'est que la production arachidière de cette année est supérieure à l'année dernière. Ce qui est sûr, c'est qu'elle avoisine les 1 800 000 tonnes. Maintenant, qu'on vienne me dire qu'un opérateur, ou je ne sais pas moi, des fois j'entends... Le doute est dans le chiffre que vous avancez pour dire c'est 900 000, entre 700 000 et 900 000 tonnes d'arachide qui sont consommées par les Sénégalais. Mais un Sénégalais, à moins, il consomme combien de kilos d'arachide pour vous par an? C'est ça qu'il faut voir. Quand vous allez faire ce calcul, mais dites-le nous alors. Vous aurez que, moi je veux dire, tout le monde peut le savoir, c'est-à-dire que le Sénégalais, en moyenne, je veux dire la consommation locale du Sénégal, elle va dans tout. Elle va dans notre nourriture. Elle va dans... Vous savez, quand j'étais à l'université, chaque jour, il y avait une dizaine de jeunes serrères qui viennent vendre dans les bureaux tous les jours. Moi, j'en achetais tous les jours 200 francs. Donc, la production arachidière sénégalaise, elle est d'abord consommée au Sénégal. La collecte que nous faisons, c'est cette collecte officielle, comme je vous ai dit, n'a jamais dépensé 40% à 50% de notre production. Et ça, je pense que on peut vouloir dénigrer, on peut vouloir ne pas croire parce que en fait c'est pour juste jeter un peu de doute sur ce que nous faisons. Mais je pense que tout le monde est convaincu, et les producteurs les premiers, que d'ailleurs moi, il y a des gens qui me disent à Kolda que vu la production qu'il y a dans la région de Kolda, où le battage d'arachide n'est même pas encore terminé, on est au mois de février, ils pensent que la production peut-être elle avoisine 2 millions de tonnes. Ah il y a oui? Oui. Vous évoluez dans votre chiffre? Beaucoup de gens, non moi je n'évolue pas, mais beaucoup de gens me disent qu'ils pensent qu'on a sous-estimé la production arachidière du Sénégal cette année. C'est ce que les vrais producteurs me disent. Parce que... les producteurs qui vous sont favorables, oui. Pourquoi des producteurs seraient favorables à un ministre de l'Agriculture? Un producteur, c'est un producteur. Il est favorable à sa production, il est favorable à lui-même. Il n'est pas... Dans le débat, on voit dans l'espace politique. Dans le débat, on voit des contradictions. Donc, oui, on voit des contradictions, mais... En tout cas, moi, les vrais producteurs que je fréquente et qui me fréquentent, ils pensent que j'ai sous-estimé la production arachidière du Sénégal cette année. 2 millions de tonnes, c'est le nouveau chiffre qu'on entend de vous, que Babacar, vous tirez des producteurs. Babacar, j'aimerais bien qu'on s'entende. J'ai dit que l'estimation officielle de la production agricole du Sénégal, c'est 1 811 000 tonnes. Mais des producteurs me disent, ils pensent que j'ai sous-estimé le chiffre. On verra bien. On verra. Et quels sont les chiffres que vous arrêtez avant ce week-end, avant cette émission? Qu'est-ce qui a été écoulé?
qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est à vendre encore du côté des paysans? C'est ce que pourtant j'ai expliqué tout à l'heure, mais je le répète. Je dis, faites-nous le total. Après 65 jours de campagne, lors du dernier pointage au Conseil des ministres, parce que chaque Conseil des ministres, vous entendez bien que le ministre de l'Agriculture a fait le point sur la campagne de commercialisation. C'est un point hebdomadaire. Au dernier Conseil des ministres, lorsque je faisais mon point hebdomadaire, on était à 65 jours de campagne avec une collecte d'environ 260 000 tonnes. Dans ces 260 000 tonnes, 103 000, c'est pour l'exportation. C'est ce qui est déjà certifié par la DPV au port comme devant être exporté. Le reste, c'est entre les huiliers et les semenciers. Je précise que pour le capital semencier, le ministère de l'Agriculture avait fait une notification de stock aux opérateurs pour 60 000 tonnes de semences certifiées. Ils sont déjà à 66 000 tonnes de semences certifiées. Et ils sont déjà à peu près 15 000 tonnes de semences écrémées. Donc on peut dire que le capital semencier du Sénégal, cette année, est préservé. Le capital semencier étant préservé, les huiliers étant à peu près à 70 000 tonnes et les exportateurs à plus de 100 000 tonnes, donc nous pensons que la campagne se déroule correctement parce que, vous savez, lors d'une campagne de commercialisation, quelle est l'instruction du président Macky Sall? L'année dernière, nous avons eu une campagne de commercialisation exceptionnelle où les producteurs avaient tous applaudi en disant que pour la première fois, ils ont vendu 1 kg d'arachide, sont allés acheter 1 kg de riz et ont eu de la ristourne. Pour la première fois depuis l'indépendance. Et ça, ils ont vraiment remercié et prié pour le président Macky Sall. Cette année, le président a instruit tous les acteurs a instruit le gouvernement du Sénégal en leur disant, cette année, je veux une campagne de commercialisation où tous les acteurs seront contents. Parce que moi-même, je reconnais que l'année dernière, les huiliers n'étaient pas contents. C'était une équation difficile à résoudre. À un certain moment, d'ailleurs, vous avez entendu que j'avais gelé les exportations pour permettre au capital semencier de se reconstituer. Et lorsque le président a fait son discours le 31 décembre, il a lui-même dit on était déjà à 30 000 tonnes de semences déjà constituées et que la tendance montrait qu'il n'y aurait pas de problème avec les semences. Les huiliers, ils étaient toujours en train de se débattre et il a donné des instructions, il a demandé à la Sonacos de se mettre quand même à niveau. Et il a aussi demandé à ce qu'on permette aux exportateurs d'exporter. C'est ainsi que depuis le 10 janvier, tout le monde est content. Vous ne trouverez pourquoi les producteurs sont contents. Vous ne pouvez jamais rencontrer un producteur qui vous dira que j'arrive pas à écouler mes arachides à un prix supérieur ou égal à 250 francs qui est le prix plancher. Les huiliers, le DG de la Sonacos a fait une tournée où lui-même il a constaté que la tendance est très favorable et qu'ils sont à plus de 50 000 tonnes. Les exportateurs ont commencé à exporter. Donc, je considère que pour le moment, cette campagne se déroule correctement, conformément aux instructions du président de la République. On aura nos semences, les huiliers ont des arachides et les exportateurs exportent tranquillement. Quand on vous écoute, on peut tirer la conclusion que vous voulez faire du Sénégal un champion de l'arachide. Quand on parle... Le Sénégal a été jadis champion de l'arachide. On était un des... Troisième africain, derrière le Nigeria et le Soudan. Voilà. Mais menacé par le Cameroun et le Ghana. Ils progressent, c'est bien. Moi, je les encourage. Ça va nous pousser à aller de l'avant. Il faut reconnaître que la filière arachidière, elle était presque morte quand le président Macky Sall est arrivé. La Sonacos était vendue. Le président de la République, non seulement il a redonné à l'arachide sa place d'antan dans notre agriculture, et nous sommes, je pense, 3 pays qui arrivent à exporter directement leur arachide vers la Chine, avec les États-Unis, le Soudan et le Soudan. Nous sommes aujourd'hui à une production estimée à 1 800 000 tonnes, et on a récupéré notre outil qui était la Sonacos. Donc ça, on le doit au président Macky Sall. Et c'est votre parole sur ces estimations, ces évaluations, c'est votre parole contre celle des autres. Des autres qui ne disent jamais. C'est ma parole contre des gens qui ne disent jamais sur quoi ils basent leur argument. En tout cas,
C'est facile. C'est sur l'agriculture. C'est facile de venir. C'est sur l'agriculture qu'est articulé le plan de relance de l'économie sénégalaise post-Covid-19. Si vraiment au constat final, on se rend compte que toutes les estimations, toutes les prévisions ne sont pas exactes, cette relance-là, elle est déjà très très mal entamée. Ben, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas exact. Parce que tout simplement, il n'y a aucune raison que les gens qui disent ça soient plus honnêtes que nous. Moi, je dis que le directeur de la DAPSA, il est docteur en statistique. Je lui fais confiance et je pense qu'il travaille correctement et je ne vois aucune raison pour qu'il soit moins honnête que ceux qui parlent. Moi-même, je surveille le travail. J'ai modernisé. Quand je suis arrivé, la DAPSA avait 50 motos pour faire le tour des 60 000 producteurs qui sont leur échantillon. J'ai renouvelé tout le parc. Ils ont des motos neuves. Et je considère que de mon bureau, j'ai aucune raison de contester leur travail qu'il faut rigoureusement. La relance de l'économie. Maintenant, la relance de l'économie. La relance de l'économie par l'agriculture. D'abord, comme je l'ai dit dans un éditorial dans le journal de La Place, avec Macky Sall, l'agriculture a toujours cultivé l'émergence. Lorsqu'on a fait le plan Sénégal émergent, l'agriculture est dans l'axe 1, c'est-à-dire un des axes majeurs. Et dans les faits, tout le monde est d'accord que l'agriculture, dans le cadre du PAP 1, a porté la croissance sénégalaise. Ça, je pense que personne ne doute de ça. Ensuite, il y a eu la Covid, une crise majeure, mondiale. Aujourd'hui, le ministère de l'économie, le ministère des Finances et du Budget, ils ont reconnu que nous avons évité la récession grâce à notre production agricole. Et donc, c'est tout naturellement que l'agriculture doit être considérée comme l'un des leviers le plus sûr pour la relance économique. Agriculture de consommation, de rente, vous-même vous dites sur l'arachide qu'on a consommé entre 700 000 et 900 000 tonnes. C'est bien. Vous savez, le fait que notre marché local absorbe plus de 50% de notre production, mais c'est bien. Ce qu'il faut maintenant, on va aller vers les exportations. Les exportations, l'année dernière, c'était 300 000 tonnes. Il y a des chances que cette année, que ce chiffre soit dépassé. Mais il y a un avantage. C'est que cette année, on a mis une taxe sur l'exportation. 30 francs par kilogramme. À supposer qu'on exporte la même quantité que l'année dernière, 300 000 tonnes. C'est 9 milliards qui vont entrer dans le budget du Trésor sénégalais. Dans le Trésor sénégalais. Et cela nous permettra, comme on a dit, de... Ceux qui ont réussi, bien encore, ceux qui ont réussi à booster notre capital semencier et augmenter notre production. Parce qu'on a un débouché, c'est la cible. C'est plus dans l'agro-industrie que les choses se passent, que les performances sont enregistrées. Vous avez été directeur général d'ailleurs de la Sodagri, la Société de développement agricole et industriel du Sénégal. Tout est dit dans ce libellé. L'agro-industrie, parlons-en alors. Les chiffres. Environ 40 milliards d'investissements. Vous savez, dans le cadre du PAP 2, avant la Covid, ce qui était l'esprit, il y avait l'aspect PSE industrie. Le président de la République avait d'abord comme objectif dans le cadre du PAP 1 de relancer la production, parce que si vous ne produisez pas, eh bien, vous ne pouvez pas espérer faire de l'agro-industrie. Notre production a atteint des niveaux importants. Et nous avons du surplus, comme notamment l'arachide. Parce que ce qu'on exporte, c'est le surplus par rapport à ce que nous consommons localement. Donc, en plus de la Sonacos, dont l'instruction du président de la République est de la moderniser, de la restructurer. Et nous allons le faire pour permettre à la Sonacos de s'adapter aux réalités de la compétition et de se moderniser pour permettre au Sénégal d'avoir un outil industriel qui est capable d'abord d'assurer notre marché local en huile raffinée d'arachide qui est la meilleure huile du monde et de pouvoir peut-être exporter non pas des graines mais de l'huile. Il y a même des exportateurs que j'ai rencontrés qui ont dit qu'ils pensent qu'il y a de la place pour créer des usines ici au Sénégal d'huile pour que eux-mêmes fassent la transformation ici, ce qui nous donnerait beaucoup plus de valeur ajoutée et qu'ils exportent de l'huile raffinée. Donc je pense que dans ce domaine,
nous sommes sur la bonne voie avec l'arachide. Il y a la Sonacos. Nous sommes plutôt à la traîne en termes d'industrialisation. Au plan global, l'industrialisation à une échelle de 13% dans le pays. Mais il ne faut peut-être pas avancer. Maintenant, je termine avec les agropoles. Le ministre de l'Industrie a fait, il n'y a pas longtemps, une communication sur ça. L'agropole Sud, elle va démarrer bientôt. On travaille sur l'agropole Centre et l'agropole Nord. Je pense que ces 3 agropoles vont constituer des leviers pour la transformation de notre production agricole et vont faire jaillir de nouvelles industries. Donc nous sommes dans un cadre très cohérent. Le PS, comme j'ai dit, il faut saluer la vision et la cohérence d'ensemble du plan Sénégal émergent. C'est pour cela que ce plan nous a permis d'avoir des croissances de plus de 6% jusqu'à l'avènement de la pandémie. Et actuellement, le président Macky Sall, toute son énergie, il la déploie pour nous ramener sur une trajectoire qui nous permettra de retrouver l'émergence. Et en ce moment, je suis d'accord que l'agro-industrie, l'industrialisation, la transformation de nos produits agricoles doit être un volet important. Les céréales, différentes céréales, parce que si vous faites le total, et le président public l'a dit d'ailleurs dans son discours du 31 décembre, plus de 3 millions de tonnes de céréales. 3 800 000 tonnes. 3 800 000 tonnes de céréales soit cultivées, 95% des besoins en céréales de notre pays. C'est quand même exceptionnel. Pour une autosuffisance alimentaire que vous aviez promise pour 2017, 4 ans après, on n'a pas encore atteint l'objectif. Oui, on n'a pas atteint l'objectif. Preuve que nous, quand on n'a pas trouvé le bon chiffre, on le dit. On avait dit qu'en 2017, il fallait produire 1 600 000 tonnes. Encore que les gens, j'ai dit, il ne faut pas se figer en 2017. C'est un chiffre dynamique parce que notre population, elle est dynamique. On a dit qu'on avait, en 2017, 1 115 000 tonnes. Si on traficotait les chiffres, on aurait dit qu'on a 1 600 000 tonnes. Donc on ne traficote rien du tout. On a donné le bon chiffre. Mais, parce que c'est important de le dire, où est-ce qu'on avait trouvé la production risicole du Sénégal? À 300 400 000 tonnes. La monnaie, en 2017-2018, à plus de 1 million de tonnes. Et cette année, à 1 450 000 tonnes. C'est une performance qu'il faut saluer. Pour le riz? Oui. Et les 10 000 hectares détruites par des souris et des rats dans le nord du pays, dans le Wallo? Vous savez... 10 000 hectares. Vous savez, au Sénégal cette année, nous avons emblavé environ 3 800 000 hectares. Toute spéculation confondue. La direction de la protection des végétaux a fait des interventions sur 40 000 hectares. Cette pluviométrie exceptionnelle, elle a eu des conséquences. C'est que le tapis herbacé était beaucoup plus riche cette année, ce qui a permis la prolifération d'espèces comme des rats qu'on n'avait pas vu depuis 1976 dans le Wallo. Effectivement, ça nous a détruit environ, comme vous dites, 8 000 hectares, plus quelques inondations. Donc les dégâts sur environ 10 000 hectares. Mais, vous savez, comme je vous ai dit, il y avait 50 000 hectares dans la vallée. Mais plus de 50% de notre production, ça vient de la zone pluviale, de la Casamance. Donc 10 000 hectares, c'est beaucoup sur 50 000. Mais quand vous le ramenez au global, ça reste raisonnable. Donc la production, cette année, risicole du Sénégal... C'est une marge assez conséquente. Oui, mais je vous dis que la production risicole du Sénégal de cette année est estimée à 1 450 000 tonnes. C'est-à-dire 1 million de plus que lorsque Macky Sall prenait le pouvoir. Et ça, c'est dû à une politique de semences qui est excellente, à une bonne politique de mécanisation qui a permis au moins de mettre à la disposition des producteurs du monde rural environ 2000 tracteurs. Sans compter du matériel comme les batteuses qui diminuent la pénibilité du travail pour les femmes, qui a été distribué soit nos programmes, soit par le PUDC, soit d'autres programmes. C'est comme je dis, le président Macky Sall, il a réussi un truc, quelque chose d'important, c'est l'attractivité du monde rural. Non seulement les gens, ils arrivent à cultiver pour se nourrir, mais ils ont envie de rester chez eux parce qu'ils ont l'électricité, ils ont l'eau courante. Et ça,
c'est un volet extrêmement important que moi, en tant qu'enfant du monde rural, que je remarque maintenant, et j'en suis très content. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ces riziculteurs du Waalo qui ont perdu 10 000 hectares de leurs champs, détruits donc par ces envahisseurs? On avait annoncé une indemnisation. On s'est renseigné avant cette émission. Les choses ne sont pas sont en deçà de ce qu'on a annoncé jusqu'ici. Est-ce que... On n'avait rien annoncé. Moi, je ne me rappelle pas avoir annoncé un chiffre. J'étais ici avec vous, dans un autre format, RFM Matin, et tout le monde d'ailleurs a prévenu sur moi en disant « Ouais, vous avez dit que c'est 2200, alors que moi, ce que j'ai dit, au moment où je vous parlais, j'avais ce rapport-là. Après, ça a évolué rapidement et c'est arrivé au chiffre que vous avez donné. Le président de la République nous a instruit de faire tout pour essayer de voir comment accompagner les producteurs, parce que ça quand même c'est une catastrophe naturelle. Comment accompagner ces producteurs qui n'en ont pas fait une exigence, ils ont juste demandé un soutien. Je les ai rencontrés, nous avons discuté. Et quand nous avons discuté, j'ai parlé au président de la République qui nous a dit, avec le ministre des Finances et du Budget et le ministre en charge de l'équité, de travailler pour voir comment les accompagner. Au moment où je vous parle, ils ont déjà 1 milliard qui sont disponibles au niveau de la SAED. J'ai dit que nous travaillons pour voir dans quelle mesure, avec le ministère des Finances et du Budget, on peut améliorer encore la situation. Mais de ce que je sais, déjà ils ont trouvé... 1 milliard qui peut évoluer Oui, qui peut évoluer. On est en train de travailler avec le ministre des Finances et du Budget pour Quelle voir... Quelle prévision? 3 milliards? Non. 4, 5 non, 2 milliards. 2? En tout cas, l'idée, c'est d'essayer d'aller à 2 milliards. Déjà, le 1 milliard... Vous avez recensé combien il est disponible. de producteurs victimes de... Je n'ai pas le chiffre en tête, mais vous avez bien noté le nombre d'hectares, c'est à peu près 10 000. Mais, quand j'ai discuté avec eux, il faut aussi... Et ils ont bien compris. Vous savez, le gouvernement du Sénégal a été obligé de prendre 1 000 milliards de son budget pour faire le programme de résilience économique. Il y a des Sénégalais qui aujourd'hui travaillent et qui n'ont plus de travail. Il y a des perspectives très sombres parce que la pandémie n'est pas, elle est toujours là. Donc, je comprends leur détresse, mais il faut comprendre que nous sommes dans un contexte où aussi il y a beaucoup de gens à aider. Et je pense que ce message, ils l'ont bien compris. Et je crois que même si les 2 milliards ou le 1 milliard qu'ils ont déjà n'est pas suffisant, ils mesurent à sa juste valeur l'effort du président de la République pour les accompagner. Et ils ont promis, j'ai discuté avec certains d'entre eux, d'essayer de tout faire pour faire l'une des meilleures campagnes de contre-saison qu'on n'a jamais eues dans la vallée du fleuve Sénégal. C'est ça qui est important. Je félicite le DG de la SAED et le directeur régional du développement rural qui ont mené vraiment cette affaire dans de bonnes conditions. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Moussa Baldé, on aurait voulu aborder avec vous d'autres thèmes, la corruption, la politique. Tiens, vous êtes le président du conseil départemental de Kolda. Peut-être une petite question locale. Vous avez des envies d'ailleurs quitter Kolda, vous voulez dire? Quitter le département pour la commune. Êtes-vous candidat à la mairie de Kolda, par exemple? Ça vous avez envie? Pourquoi pas à la mairie de Bagadadji? Je veux dire, moi ce que je veux dire sur cette question des locales, vous savez, un de vos collègues à Kolda m'a posé la même question. Je lui ai dit, il faudrait d'abord qu'ils comprennent que nous sommes dans un contexte de pandémie et que j'aimerais d'abord survivre et faire en sorte que le maximum de Sénégalais de Kolda, en tout cas, ne soient pas atteints par cette pandémie. Actuellement, ce que je demande à tous les responsables politiques à Kolda, c'est qu'on se mobilise à nouveau parce que la deuxième vague est arrivée chez nous pour faire en sorte qu'on puisse la combattre comme on a combattu la première et préserver des vies humaines. Actuellement, de ce que je vois, le président de la République, il déploie toute son énergie pour la relance de l'économie sénégalaise, pour empêcher au Sénégal de connaître les affres d'une récession économique. Localement, je fais la même chose, mais surtout en tant que ministre de l'Agriculture, je voudrais que l'agriculture participe pleinement à ce combat. Merci. Je n'ai pas d'autre ambition pour le moment. Je travaille à 100% sur ça. L'avenir nous dira si
je dois faire autre chose ou pas. Moussa Baldé, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, l'invité du grand jury ce dimanche. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes avant tout et fondamentalement professeur de mathématiques, oui. Professeur titulaire des universités d'ailleurs. Les maths, c'est une grande partie de ma vie, oui. Président du conseil départemental de Kolda aussi. Merci à Yaya et Abdou à la régie, à Magui au digital. Restez avec nous, les programmes continuent. Le grand jury la semaine prochaine.